The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire sur la collecte et le rapportage des données FL-MMDP pour l'OMS. Au cours de la prochaine heure, nous discuterons du formulaire de rapportage des données LF-MMDP de l'OMS et partagerons des exemples sur la manière dont ces informations ont été collectées dans différents contextes nationaux. Je m'appelle Médécé Sonou, je suis avec Helen Keller International et j'ai le plaisir de présenter les présentateurs d'aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Nous avons le plaisir d'avoir 4 présentateurs. Dr Denise Moufassoni de l'Organisation mondiale de la santé qui donnera un aperçu de la validation MMDP et des exigences en matière de rapport annuel. Dr Didier Bakajika du projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées qui discutera de comment remplir le formulaire de rapportage. Monsieur Yannick Nkumu de Helen Keller International Cameroun qui parlera de l'utilisation des enquêtes TAS et pré-TAS pour collecter des estimations du nombre de patients pour la FL au Cameroun, et Monsieur Roland Bouma, chef de l'unité d'élimination de la filariose lymphatique du ministère de la Santé du Burkina Faso, qui parlera de l'utilisation des TDM pour la collecte des estimations du nombre de patients pour la FL au Burkina Faso. Avant de commencer, nous aimerions prendre quelques instants pour partager quelques détails logistiques importants. Vous devrez entendre le son du webinaire par le biais des haut-parleurs de votre ordinateur. Si le son de votre ordinateur ne fonctionne pas, vous pouvez appeler à l'aide d'un téléphone en suivant les instructions de l'onglet audio situé à droite de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions qui peuvent être envoyées tout au long du webinaire en utilisant la boîte à questions. À la fin du webinaire, il y aura du temps pour que les présentateurs répondent aux questions. Après le webinaire, les participants recevront par courrier électronique une copie de la présentation et un lien pour avoir accès à l'enregistrement du webinaire. Et maintenant, nous sommes heureux de commencer les présentations d'aujourd'hui en souhaitant la bienvenue à notre première présentatrice, Madame Dr Denise Moufassoni. Oui, bon après-midi à tout le monde. Comme on m'a présenté, je m'appelle Denise Moufassoni et je travaille à l'Organisation mondiale de la santé dans le programme de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Cette présentation va vous parler un peu sur le programme mondial de l'élimination de la filariose lymphatique et ses objectifs, en s'appuyant surtout sur le deuxième. Pardon, je suis partie où je ne vois pas. Sorry. Oui, comme vous le savez, l'OMS s'est engagée pour la lutte pour l'élimination de la filariose lymphatique comme problème de santé publique. Et il s'est donné 2 objectifs avec tous les partenaires. L'interruption de la transmission par la distribution médicamenteuse de masse. Et le deuxième objectif, c'est réduire la souffrance et améliorer la qualité de vie par la prise en charge de la morbidité et de prévention des incapacités. Donc, ce webinaire, on va s'appuyer surtout sur le deuxième objectif qui est de réduire la souffrance. Next. Next. So, quel est l'objectif de la prise en charge de la morbidité et prévention des incapacités? C'est pouvoir faire une couverture géographique, arriver à une couverture géographique de 100%, en délivrant le paquet minimum de soins à travers le système de santé à chaque niveau approprié, intégré ou pas avec d'autres services de santé ou initiatives. Et ceux-ci doivent être donnés dans le cadre de la couverture universelle des soins de santé, avec comme objectif de ne laisser personne derrière. Next. Quel est le paquet minimum? Qu'est-ce qui contient le paquet minimum des soins recommandés?
La première intervention, c'est le traitement des attaques aiguës par l'antibiotique et la gestion des symptômes, ainsi que les mesures d'hygiène si cela est toléré par le patient. Next. Deuxième, c'est la gestion du lymphodème, qui est basée sur l'hygiène, le soin de la peau et des blessures, des exercices, l'élévation et le port de chaussures convenables. Next. Le troisième, c'est la chirurgie de l'hydrocèle, qui est l'une des piliers du paquet minimum de soins recommandés. Ces trois interventions font partie du paquet minimum de soins recommandés par l'OMS. Next. Alors, comme vous le savez, pour pouvoir être validé comme étant avoir éliminé la filariose lymphatique, il y a l'élaboration du dossier qui doit être validé par l'OMS. Et dans ce dossier, il y a des indicateurs de la prise en charge de la morbidité qui doivent être nécessairement dedans. Le premier indicateur, c'est le fardeau de la maladie. Donc, on doit avoir le nombre de cas de lymphodème ou d'hydrocèle rapportés ou estimés par unité d'exécution ou autre unité administrative sanitaire équivalente. Le deuxième indicateur, c'est la disponibilité des services de la prise en charge de la morbidité, des incapacités. Donc, on doit savoir combien le nombre de formations sanitaires qui fournissent le paquet minimum de soins avec patients connus. Le troisième indicateur, c'est l'état de préparation et qualité de service de prise en charge de la morbidité. Donc, il doit y avoir une évaluation au moins de 10% des formations désignées. Next. Si on regarde la situation actuelle des suivis de la prise en charge de la morbidité et des incapacités, en 2017, on veut dire, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas rapporté des cas. Il y a 20 pays qui n'ont rien rapporté. Il y a des pays qui ont rapporté, qui ont donné un rapport sur les patients, mais qui n'est pas consistant dans leur rapportage. Donc, ils rapportent cette année, l'année qui suit, ils ne rapportent pas. Ça, c'est 19 pays. Et il y a des pays qui rapportent chaque année sur l'existence du paquet minimum de soins. Et on voit bien que c'est beaucoup de pays par rapport aux autres, mais on voudrait bien que les pays qui sont en rouge passent du blanc et passent dans le vert. On voudrait bien voir tous les pays passer au vert. Et c'est ça notre objectif. Et c'est pourquoi nous avons organisé ce webinaire. Next. Alors, ce qu'on voulait vraiment insister, c'est collecter et rapporter les données sur la prise en charge. C'est un premier pas critique pour apaiser les souffrances dues à la filariose lymphatique. C'est une étape clé pour aider ces patients. Et aussi, ça permet au pays de trouver, d'identifier où se trouvent les besoins de services et d'identifier le fardeau de la maladie et pouvoir justifier l'investissement au niveau du ministère de la Santé et au niveau des bailleurs qui peuvent aider le pays dans la prise en charge. Et ça permet aussi de documenter la disponibilité de la prise en charge des cas comme demandé dans le processus de validation du dossier, qui est une étape aussi clé pour pouvoir être validé comme avoir éliminé la filariose lymphatique. Voilà quelle est l'importance de ce collecte, de ce rapportage de données sur la prise en charge. Je vous remercie.
Next. Merci Denise pour cet aperçu très utile. Nous allons maintenant entendre le Dr Didier Bakajika. Allô? Oui, on vous entend. Allez-y. OK. Merci beaucoup. Merci à Dr Denise pour je remarque qu'il y a un décalage dû à la technologie. Je vais essayer d'être lent. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Je vais parler sur le formulaire de rapportage des données. Et là, sur cette dia, vous avez une photo là où nous sommes en train d'appuyer la formation sur la gestion d'identité liée à la filariose lymphatique dans un pays dont je vais taire le nom. Et de l'autre côté du dia, vous voyez déjà une des pages du formulaire de déclaration des données épidémiologiques pour la chimiothérapie préventive, version numéro 6. Dia suivante. OK, l'Organisation mondiale de la santé, ensemble avec le partenaire qui a le maladie tropicale négligée, ont mis au point un dossier qui est appelé en anglais JAP. En termes simples, c'est un dossier de demande commune de médicaments. JAP en anglais qui veut dire Joint Application Package. Ce dossier comprend 4 fichiers Excel. Certains sont familiers à ces fichiers. Vous avez le formulaire de demande commune des médicaments pour la chimiothérapie préventive, version 3. Vous avez le formulaire de rapport commun, version 3. Vous avez la déclaration des données épidémiologiques pour la chimiothérapie préventive, version 6. Et vous avez le plan de travail. Ces 4 fichiers Excel constituent les éléments du dossier de demande commune de médicaments. Et vous avez le formulaire de demande commune de médicaments qui est connu sous l'acronyme anglophone GRSM, le formulaire de rapport commun qui est connu sous l'acronyme GRF. Vous avez la déclaration des données épidémiologiques pour la chimiothérapie, connue sous l'acronyme EPRF, et vous avez le travail connu sous l'acronyme AW, qui veut seulement dire Annual Work Plan. Tous ces éléments doivent être remplis, tous ces éléments doivent être transmis au bureau pays, et du bureau pays, vérification, ça sera transmis au bureau régional de la région africaine de l'OMS qui est à Brazza. Et à notre niveau, si nous revoyons les fichiers, si tout est OK, on transmet le dossier, s'il vous plaît, à Genève, qui va encore faire une autre vérification. Et si tout est OK, Genève va envoyer à chaque firme pharmaceutique qui s'occupe de la donation du médicament. Nous avons différentes molécules qui sont utilisées pour différentes maladies. Et dans le cadre de 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive, vous avez l'ivermectine, vous avez l'albendazole, vous avez le praziquantel. Et comme ces molécules viennent de différentes origines, c'est l'OMS Genève qui va envoyer le formulaire en rapport avec la molécule à la firme pharmaceutique. Mais pour cet webinaire, nous allons nous focaliser sur un des fichiers qui est la déclaration des données épidémiologiques pour la chimiothérapie préventive. La version, c'est plusieurs versions. La version qui est actuellement en cours de validité, c'est la version 6. Dia suivante.
s'il vous plaît. OK, comme je le disais, il y a le formulaire de déclaration des données de chimiothérapie préventive qui est connu sous l'acronyme EPRF. Où trouver ces dossiers, ces fichiers, s'il vous plaît? Ces fichiers, vous les trouverez sur les liens que nous vous avons donnés. C'est un lien qui est sur le site de l'OMS. Si vous mettez ces liens-là et vous cliquez dessus, vous allez avoir la page en rapport avec toute demande de médicaments, tous les différents fichiers, et vous allez sélectionner le fichier que vous allez utiliser pour le rapportage de données. Et c'est la déclaration des données biologiques pour la chimiothérapie préventive version 6. Je prends le plaisir d'annoncer que si vous aviez utilisé dans le passé des versions précédentes, lorsqu'il vous faudrait faire le reportage, prière d'utiliser la version récente. Avant de pouvoir utiliser ces fichiers, vous devriez activer le macro. Si vous n'activez pas le macro, vous ne serez pas à mesure d'utiliser ces fichiers. Il est très, très important de ne pas oublier cela. Avant toute activité, avant de faire quoi que ce soit sur les fichiers, prenez soin d'activer le macro. Vous allez voir à votre gauche, au coin supérieur, une boîte de dialogue sur laquelle vous allez cliquer pour désactiver le macro. Et sur ces fichiers, vous avez le but de ce formulaire qui est bien présenté. Je ne vais pas faire la lecture, vous pouvez lire vous-même. Et vous avez aussi la structure de ces fichiers. Vous avez une feuille en rapport à l'introduction, vous avez une feuille en rapport avec la filariose lymphatique, une feuille en rapport avec l'onco, en rapport avec la schisto et en rapport avec les géoselminthiases. Dia suivante. Je suis en train d'attendre la dia suivante, qu'elle apparaisse. Je sais qu'il y a un décalage. OK, j'ai la dia suivante. Sur cette dia, étaler les éléments du fichier. Vous avez, là où j'ai mis la flèche rouge, une partie du fichier en rapport avec la prise en charge de la morbidité et la prévention des incapacités. C'est la première partie. Il y a une deuxième partie du fichier qui est en rapport avec les enquêtes d'évaluation. Tout ce qui a trait en rapport avec la cartographie de départ, l'identification des sites sentinelles, l'identification des sites de contrôle ponctuel, le TAS, ainsi que l'estimation de patients. Et là, vous avez le fichier, la feuille Excel, en rapport avec la filariose lymphatique qui est déroulée. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans la structure. Vous avez une feuille aussi en rapport avec l'onco, la schisto et les géoselminthiases. Et là, vous avez pour la première partie certains indicateurs en rapport avec le lymphoédème et les hydrocèles. Et pour la deuxième partie, vous avez tout en rapport avec le TAS, les sites sentinelles, sites de contrôle, les estimations de patients, ainsi de suite. Dia suivante. Pendant que j'attends la dia, est-ce que je peux avoir la dia suivante? OK. Comme je le disais, une fois que vous cliquez sur la feuille F, vous allez avoir une boîte de dialogue qui vous demande de pouvoir ajouter. Vous allez avoir, si vous voulez, je m'excuse, si vous voulez insérer, par exemple, les données épidémiologiques, vous devriez être à mesure de générer de feuilles. Et une fois que vous cliquez le nombre de feuilles que vous voulez générer,
vous mettez par exemple 5 et vous cliquez sur générer, vous allez générer de feuilles. Dia suivante. Mais il y aura une boîte qui va apparaître, qui va vous demander si vous voulez continuer ou non, et vous cliquez Yes. Et quand vous cliquez sur cette boîte-là, vous avez maintenant la latitude de pouvoir utiliser cette feuille. Et là, vous verrez par exemple que j'avais mis 5, il y a dans un coin, en dessous de E, la cellule E3, vous avez le nombre de la ligne que j'ai insérée, et j'avais cliqué sur générer, et vous avez, si vous comptez, à partir de 17, vous allez voir, il y a 17, 18, 19, 20, 21, 22 lignes qui se sont insérées. Et si vous voulez avoir une idée du type d'enquête, vous allez juste en dessous des types d'enquête, et là, vous cliquez sur l'onglet. Dès que vous mettez votre curseur, vous allez voir un onglet, vous cliquez, vous déroulez, et vous avez tous les types d'enquêtes. Mais là, ce n'est pas l'objet de ma présentation. Je vais m'appesantir sur la première partie de cette feuille en rapport avec la filariose lymphatique. La première partie qui a trait à la prise en charge de la morbidité et la prévention des incapacités. Dia suivante. Alors, sur cette feuille, vous avez la feuille qui est là, et de l'autre côté, nous allons donner l'exemple d'un pays, le Burkina Faso. Par exemple, pour 2018, le Burkina Faso avait inséré 100 lignes. Et je n'entrerai pas dans le détail, parce que c'est en fonction des éléments qui devaient être insérés. Et par rapport à cette partie, en cliquant sur générer, ils ont généré 100 lignes. Je n'entrerai pas dans le détail de 100 lignes. Parce que certaines lignes, ce n'est pas en rapport avec ma présentation, mais c'est en rapport avec la présentation des collègues. Mais par contre, pour ce qui concerne la prise en charge de la mobilité et prévention des incapacités, vous avez certains indicateurs qui sont là, que ce soit pour les lymphoédèmes, que ce soit pour les hydrocèles. Vous avez par exemple le nombre total d'unités d'exécution pour les pays, par exemple. Vous avez combien d'unités d'exécution? En fonction de la spécificité du pays, ça peut être les districts sanitaires. Dans d'autres pays, on appelle ça zone de santé. Vous devez mettre. Vous avez le nombre d'unités d'exécution avec le patient connu. Par exemple, pour les Burkina, ils ont 70 unités d'exécution avec patient connu. Le nombre d'unités d'exécution sans patient connu, c'est 70. Et le nombre d'unités d'exécution avec estimation du nombre de patients en attente, c'est 0. Ça voudrait dire que pour eux, ils connaissent toutes leurs unités d'exécution et ils ont une idée de nombre en ce qui concerne les lymphoedèmes et les hydrocèles. Vous avez aussi un autre élément qui est le nombre d'unités d'exécution avec au moins une structure désignée pour apporter le paquet minimum de soins, comme l'avait annoncé Denise. Pour eux, ils ont 70 structures pour la prise en charge des lymphoédèmes et 58 pour la prise en charge des hydrocèles. Vous avez le nombre total de structures sanitaires désignées pour donner des soins. Et ici, vous pouvez, en fonction de la spécificité de votre pays, vous pouvez aussi prendre les aires sanitaires, vous pouvez prendre les dispensaires, où on peut donner le premier soin, par exemple les crises, les attaques aiguës. Et ils ont répertorié, par exemple pour le lymphoédème, vous verrez ici que c'est 2046 et pour les hydrocèles, c'est 58. Vous comprendrez que pour les lymphoédèmes, ça peut se donner dans un centre de santé, mais pour les hydrocèles, c'est la chirurgie et ça doit se faire dans une structure où vous avez un paquet approprié pour la chirurgie. C'est ce qui expliquerait, par exemple, ces nombres pour l'hydrocèle et le lymphoédème. Et vous avez en dessous de cela le nombre cumulatif de patients. Depuis que le programme a commencé jusqu'à l'année de reportage, combien de patients ont été pris en charge pour le lymphoédème et combien de patients ont été pris en charge pour l'hydrocèle. J'insiste très bien,
Ça, c'est un rapport avec le nombre cumulatif. Donc, l'année prochaine, par exemple, quand vous voudriez remplir votre feuille, prenez soin d'ajouter au nombre que vous avez déjà pris en charge, le nombre que vous avez examiné, que vous avez pris en charge l'année en cours. Donc, c'est un nombre cumulatif. Et pour les Burkina, jusqu'à l'année passée, c'est 11 881 cas de lymphoédème qui ont été pris en charge et 10 766 cas d'hydrocèle qui ont été pris en charge. Et enfin, vous avez le nombre de patients ayant reçu le soin dans l'année de reportage. Ils n'avaient pas, les données n'étaient pas disponibles pour l'hydrocèle, mais pour les lymphodèmes, pardon, mais pour l'hydrocèle, c'était 2643. Ça, c'est un rapport avec la première partie de cette feuille Excel en rapport avec la prise en charge de la morbidité et prévention des incapacités. Dia suivante. En ce qui concerne cette deuxième partie, comme je l'avais annoncé, cette partie est en rapport avec les évaluations, avec les enquêtes, les TAS, l'estimation de patients. Et là, nous avons donné un cas précis du Burkina Faso en 2017. En ce qui concerne l'estimation des cas cliniques, j'ai pris juste 4 districts. Les districts sanitaires de Borono, Dédougou, Nouna et Solenzo. Et là, je pris juste les éléments qui me concernaient par rapport au lymphoédème et hydrocèle. Vous avez par exemple pour le lymphoédème le nombre total de patients cette année-là, et en 2016, pour les 4 districts, vous avez les nombres qui sont là alignés en fonction des districts qui se retrouvent au-dessus, Borono, Dédougou, Nouna et Solenzo. Vous avez les mots, la méthode utilisée pour l'estimation de cas. C'était pendant le recensement. Et pendant le recensement, ils ont pu identifier des cas de lymphodème, 164 à Boromo, 101 à Dédounou, 104 à Nouna et 101 à Solenzo. Et la date de l'estimation de patients, c'était en 2016. Et le nombre de centres de santé offrant les services de soins, vous avez dans chaque district sanitaire le nombre de structures sanitaires, le centre de santé, pardon, qui offrent des soins. Ça, c'est un rapport avec le lymphodème. Et toujours en 2017, en rapport avec l'hydrocèle, c'était pendant le recensement. Et en 2016, puisqu'il reporte les données de 2016 en 2018, vous avez le nombre total de patients avec hydrocèle, 123 à Borono, 60 à Dédougou, 63 à Nouna et 60 à Solenzo. Et vous avez le nombre de centres de santé effectuant les hydrocélectomies. Donc, c'est toujours un centre de santé ou une structure sanitaire offrant l'hydrocélectomie. Voilà un peu de façon succincte le parcours sur les formulaires. C'est un formulaire très, très important qui prend en compte toutes les données en rapport avec les comorbidités liées à la filariose lymphatique, mais il y a aussi un autre volet avec un rapport avec les enquêtes TAS, un rapport avec les enquêtes pré-TAS, en rapport avec les autres volets. Dia suivante, et je vais m'arrêter par là. Voilà, je vous remercie. Et si jamais vous avez des questions pendant ce webinaire, n'hésitez pas à les poser. Si les questions persistent, vous pouvez nous les envoyer. Si vous avez un problème à remplir ces fichiers, contactez le point focal maladie tropicale négligée au bureau de l'OMS pays. Si jamais vous ne trouvez pas toujours satisfaction, il va nous contacter. Nous allons appuyer au niveau du bureau régional. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup Didier pour cette démonstration et merci pour les informations sur qui on peut contacter s'il y a des questions. Nous allons maintenant passer à quelques exemples de la manière dont ces informations ont été collectées dans différents contextes nationaux. Je souhaite la bienvenue à Monsieur Yannick Nkoumou qui va nous parler de la collecte des estimations du nombre de patients au Cameroun. Ok, merci Médécé. Comme elle a annoncé, je suis Yannick Nkoumou, je travaille pour HKI au Cameroun. Et dans le cadre de nos activités d'appui au ministère de la Santé pour la lutte contre les MTN, aussi bien
avec le projet MMDP que le projet Envision, nous avons expérimenté une approche intégrée de collecte des données des cas de morbidité avec la mise en œuvre des enquêtes TAS et pré-TAS. Donc, l'objet de ma présentation, ce sera un peu un retour de cette expérience-là. Diapo. Diapo. OK, merci. Donc, dans le cas des enquêtes pré-TAS, nous avons mis en œuvre plusieurs enquêtes entre 2015 et 2017 dans à peu près 133 districts de santé. Et de manière quasi systématique, on procédait à l'examen clinique de tous les patients qui étaient retenus dans l'échantillon qui devaient prendre part à ces enquêtes pré-TAS. Et entre autres pathologies, les cas de morbidité étaient principalement recherchés lors de ces examens cliniques. Diapo. De même, lors des enquêtes TAS qui ont été mises en œuvre entre 2017 et 2018, on a procédé de la même manière un peu. La seule différence qu'ici, la recherche des cas de morbidité s'est plus effectuée dans les districts de santé dans lesquels la collecte des données se faisait au niveau des communautés plutôt qu'à l'école. Ceci à cause de l'exigence du taux de scolarisation. Donc, on a à peu près 54 districts sur les 136 qui étaient ciblés, qui avaient un taux de scolarisation inférieur à 70%, qui nous exigeait d'aller dans les communautés. Diapo. Bon, en termes de conditions additionnelles à prévoir, parce que le but ici, c'est de pas faire une activité séparée, mais de voir comment intégrer cette activité à l'enquête pré-TAS ou TAS qui a déjà ses exigences. Donc, comme élément additionnel à prévoir, on a pu identifier les coûts de transport d'hébergement pour les superviseurs, parce que l'équipe qui est déployée sur le terrain, c'est l'équipe qui a été mise en place pour les enquêtes. Donc, il y a juste un appui spécifique à la supervision qu'on a rajouté. Cela nous a coûté entre 75 et à peu près 170 $ par jour. Bien évidemment, dépendamment de l'accessibilité d'ici et santé, des distances à parcourir. Diapo. Autre ressource à prévoir pour pouvoir réussir cette intégration, il y a la formation des acteurs. Donc, on a rajouté systématiquement des modules liés à l'identification diagnostic des cas d'hydrocèle et lymphodème et bien évidemment à la réorganisation opérationnelle des équipes sur le terrain pour pouvoir conduire à bien cette activité. Comme outil additionnel, on a, avec l'appui du projet MMDP, on a élaboré des aides mémoire pour les mobilisateurs communautaires qui étaient chargés des actions de sensibilisation avant l'arrivée des équipes. Ces aides mémoire contenaient des images avec des images des cas d'hydrocèle et de lymphodème. Le but était de pouvoir les utiliser afin de sensibiliser les populations avant l'arrivée des équipes pour que les cas potentiels d'hydrocèle et de lymphodème puissent se déclarer et être examinés par les équipes une fois arrivées sur le terrain. Diapo. Entre autres avantages qu'on a pu ressortir de l'intégration de ces deux activités, c'est que au moins ça nous permet de collecter des données de morbidité sans avoir à mettre en œuvre une enquête spécifique. Ça permet déjà d'aller, le simple fait de trouver quelques cas dans les districts permet de confirmer l'existence de ces cas de morbidité sur le terrain et ça permet de mieux structurer des actions futures. Ça permet à plusieurs personnes d'être examinées sur une période de temps très courte sans une augmentation significative de la charge de travail pour le personnel de santé. Et le fait que le diagnostic soit conduit par les personnels de santé qui ont été préalablement formés améliore la qualité du rendu. Donc là, on avait une qualité assez appréciable des cas d'hydrocèle et de lymphodème qui étaient identifiés. Diapo.
Entre autres challenges, c'est que les enquêtes TAS, comme vous le savez, se déroulent en un point fixe. Donc, l'intégration ne permet pas forcément de capter toutes les données qui peuvent résider sur les lieux de l'enquête. Les patients ne vont pas spontanément de leur domicile vers ces points fixes-là. Le challenge le plus important, c'est la taille de l'échantillon qui n'est pas très représentatif. Pour les cas des enquêtes PRETAS, l'échantillon est entre 300 et 500 personnes, ce qui statistiquement n'est pas représentatif. Pour le cas des enquêtes TAS, au Cameroun, plus des 2/3 des districts de santé sont situés dans des zones où le taux de scolarisation est supérieur à 70%. Par conséquent, les enquêtes TAS se mènent plus à l'école à la recherche des enfants âgés de 6 à 7 ans. Du coup, une intégration qui permet de rechercher les populations dans les villages alors que l'enquête se mène à l'école est assez difficile. Donc, c'est un challenge assez important pour des zones où le taux de scolarisation est supérieur à 70%. Diapo. Comme suggestion et recommandation au regard de notre expérience, on pense que pour que l'intégration soit effective, il faudrait veiller à avoir un même canal pour la collecte des données, pour qu'on n'ait pas l'air d'avoir deux activités qui se mènent en même temps. Il faut avoir plutôt une seule activité qui utilise les mêmes outils, les mêmes canaux et principalement les mêmes acteurs. Et lors des enquêtes TAS à mener dans les communautés, pour une meilleure efficacité de l'action à mener, il faudrait conduire des actions de sensibilisation au préalable, avant l'arrivée des équipes d'enquête dans les villages sélectionnés. Donc voilà un peu résumé ce qu'on a pu documenter et qu'on peut partager avec vous dans le cadre de ce webinaire. Je vous remercie. Okay, merci beaucoup Yannick d'avoir expliqué comment ces stratégies ont été mises en œuvre au Cameroun. Avant de continuer, un rappel aux participants que vous pouvez poser des questions pendant le webinaire en utilisant la boîte à questions. Et maintenant, nous allons passer à Monsieur Roland Bouma qui parlera de la collecte d'estimation de patients au Burkina Faso. À vous. Merci bien et rebonjour à tout le monde. Et comme dit dans la présentation des présentateurs du jour, je suis le responsable de l'unité d'élimination de la filariose lymphatique au programme de lutte contre les maladies tropicales négligées du Burkina. Diapo. Alors, je signale que nous avons vraiment un temps assez long entre le passage de la diapo suivante. Nous avons ici le plan de présentation. Nous allons passer pour avoir du temps. Diapo. Alors, nous avons ici le Burkina Faso avec une superficie d'environ 274 000 km² et une population de 2019 estimée à 20 millions. Et nous avons les maladies tropicales négligées ciblées pour les chimiothérapies qui sont les 5 qui sont dont les activités sont mises en œuvre dans notre pays, 13 régions avec 70 districts sanitaires, comme le disait Dr Didier. Diapo. Alors, nous avons ici le statut, la situation de la filariose lymphatique au Burkina en 2019, avec à gauche la répartition de la maladie en 2000 lors de la cartographie, avec tous les pays qui étaient endémiques à la filariose lymphatique. Et à droite, la situation cette année où, sur les 70 districts, nous avons pu obtenir l'interruption de la transmission de la maladie dans 61 districts. Et il reste 9 districts qui sont en couleur rouge où nous continuons à mener les traitements de masse. Diapo. Nous avons ici l'évolution de la mise à l'échelle du traitement de masse qui a commencé en 2001 et nous avons couvert tout le pays en 2005. Et à partir de 2003 que nous avons instauré la collecte des données des cas de filariose lymphatique. Diapo.
Alors, donc, comme je le disais tantôt, nous avons utilisé le traitement de masse comme plateforme pour collecter les données de filariose lymphatique afin d'estimer la charge de la morbidité. Et comme je le disais tantôt, nous avons commencé en 2003 et en 2006, on avait les données pour l'ensemble des districts qui étaient au nombre de 75 et 55 à l'époque. Et nous avions 14 000 lymphodèmes recensés et 20 000 hydrocèles. À droite de l'écran, vous avez le contenu du rapport annuel transmis à l'OMS en 2003 avec la liste des districts et avec l'estimation des cas par district en 2003. Diapo. Alors, il faut dire que nous utilisons les distributeurs communautaires qui administrent les médicaments et qui reçoivent une formation dans laquelle on apprend à ces distributeurs communautaires qui ne sont pas lettrés comment reconnaître l'hydrocèle et le lymphodème en identifiant le nom de ces maladies en langue locale. Et ils utilisent, on leur remet des images de ces manifestations chroniques, gros bras, gros pieds, gros seins, hydrocèles sont remis pour ensemble dans les familles pour montrer et faciliter l'identification des cas. Diapo. Alors donc dans chaque concession, lorsque le distributeur arrive, il introduit, il fait le traitement et en même temps il recense les cas qui sont là. Il y a un registre qui est prévu pour cocher les cas par village et comme la plupart de nos distributeurs étaient illettrés à son temps, nous avons dessiné dans le registre des idéogrammes qui permettent de reconnaître l'hydrocèle, le lymphodème du bras, du pied ou du sein. Diapo. Alors donc, à la fin du traitement, le distributeur amène le registre de traitement à l'infirmier qui fait la synthèse et va faire un rapport sur support papier et il fait un autre rapport sur le nombre de cas qu'il transmet au district. Et au niveau district, nous avons un fichier électronique dans lequel le chargé de gestion des données va introduire toutes ces données, les couvertures par village, le nombre de cas également par village, et ce fichier électronique est transmis jusqu'au niveau central via la région. Donc, le nombre de cas aussi par district est compilé à ce niveau avant d'être acheminé à l'échelon supérieur. Diapo. Alors, à partir de 2006, nous avions les informations pour tous les 55 districts à l'époque, donc 70 aujourd'hui. Donc, nous avons arrêté le recensement parce que les patients se plaignaient. Nous avons commencé chaque année, le distributeur demande est-ce que vous avez le gros pied, on compte, mais malheureusement, il n'y a pas d'action qui suivait, donc ils étaient un peu agacés. Donc, nous avons suspendu et on attendait que lorsque le programme mobilise des ressources pour la mise en œuvre de la prise en charge, nous effectuons en ce moment un recensement actif en utilisant encore les DC, en utilisant également des communiqués radiodiffusés et dans certaines zones où les partenaires qui financent ont accepté, nous avons fait la confirmation des cas au niveau des formations sanitaires, pas des aides chirurgiens pour minimiser le nombre de faux diagnostics qui arrivent au niveau des blocs opératoires. Diapo. Alors, en 2015, nous avons pu également mis à jour le traitement de masse dans tous les districts. Et là où le traitement filarose était arrêté, nous avons utilisé le traitement schisto avec une fiche de recensement des cas. Et c'est sur la base de ces informations que nous remplissons le fichier que le Dr Didier Bakajika vient de présenter tout à l'heure. Alors, nous avons réalisé aussi des révisions de ces outils-là, la mise en place d'une base de données avec un fichier nominatif que nous sommes en train de mettre en place actuellement. Diapo. Nous avons ici le cahier de traitement utilisé lors du traitement de la filarose lymphatique avec à droite les idéogrammes dont je parlais avec le gros pied à l'intérieur desquels le distributeur va cocher le nombre de cas qu'il rencontre. Diapo.
Lorsque nous utilisons le TDM SHISO, comme c'est plus le registre, nous utilisons cette fiche-là qui permet de recenser les cas pour la filariose lymphatique diapo. Nous avons ici les fiches de recensement des cas lorsqu'on recense au niveau d'une formation sanitaire. Voici comment est présenté le nombre de cas avec les contacts des patients, les distances à parcourir pour atteindre, ainsi que le diagnostic hydrocèle ou lymphodème en fonction de la localisation. Diapo. Alors ici, c'est la base de données que nous mettons au niveau du district et où sont saisis l'ensemble des patients du district que nous pouvons suivre. Ça, c'est la base lymphodème. Diapo. Ici, c'est une partie de ce que Dr Didier a présenté, ce que nous avons bien sûr déclaré sur ce fichier-là. Nous avons capturé une partie des informations que nous avons communiquées à l'OMS à travers le fichier de rapportage des données épidémiologiques. Diapo. Alors, les coûts additionnels pour mettre en œuvre le recensement en utilisant le TDM comme plateforme, les coûts opérationnels additionnels sont minimes. Bien sûr, il faut reproduire les supports lorsqu'on utilise le traitement de masse, les supports de collecte et de transmission, mais pendant la formation, le temps additionnel pour former les DC est vraiment négligeable. Donc, c'est vraiment à coût réduit qu'on réalise cette activité. Diapo. Donc, les bénéfices et les défis en utilisant le TDM comme plateforme pour recenser les cas. Pour les bénéfices, il faut dire que nous avons eu une estimation détaillée des cas par village, par formation sanitaire, par district, une disponibilité de la charge de la morbidité à l'échelle du district du pays. Et cette information est utilisée comme outil de planification et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources afin d'assurer la prise en charge des cas. Et comme défi, bien sûr, c'est surtout les faux diagnostics. Pour les hydrocèles, il y a beaucoup de hernies inguineuses scrotales qui sont recensées comme hydrocèles. Et deux fois, les deux pathologies sont associées. Et pour les lymphodèmes du sein, il y a aussi des erreurs lorsque les DC font la confusion entre les gros seins, gros seins normaux et bien sûr les lymphodèmes du sein. Et ici également, malheureusement, les hydrocèles de petite taille ne sont pas déclarés. Et lorsque nous faisons ce recensement, pour aller à la mise en œuvre, il y a encore la nécessité de confirmer les cas par des spécialistes, surtout d'hydrocèles. Et nous reprenons le recensement lorsque nous avons une action à mettre en œuvre. Et également, cela nécessite la mise en place d'une base de données. Diapo. Alors, nous avons utilisé aussi d'autres plateformes comme notre ami du Cameroun. Nous avons utilisé les TAS pour essayer de recenser les cas de lymphodème. Nous avons également utilisé les sites Sentinelle pour recenser les cas. Mais nous avons constaté que ces deux approches sont moins exhaustives que le recensement lors du TDM. Diapo. Alors, en conclusion, nous dirons que le TDM utilisé comme plateforme est accessible pour le recensement des cas et permet d'avoir une estimation rapide du fardeau de la morbidité à un coût réduit et c'est moins contraignant pour les acteurs. Et elle nécessite cependant une bonne formation des acteurs et l'utilisation d'outils visuels. Elle permet également de disposer d'informations qui peuvent être utilisées pour la planification et les plaidoyers. Et cependant, lorsqu'un long temps s'écoule entre le recensement des cas et la mise en œuvre d'activités de prise en charge, il faut actualiser les données parce qu'il y a bien sûr des sorties et des entrées. Et également, il y a les faux diagnostics qui sont enregistrés. Du fait que ceux qui font le recensement ne sont pas des spécialistes de l'hydrocèle, par exemple, et les hydrocèles de petite taille ne sont pas recensés. Et également, pour mettre en œuvre
avoir le fardeau, il faut vraiment combiner plusieurs méthodes de recensement et de sensibilisation des bénéficiaires des soins. Et cela permet de toucher le maximum de cas. Diapo. Alors, je voudrais remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de la lutte contre la filariose lymphatique au Burkina. Ce n'est pas tout à fait exhaustif. Merci pour votre attention. Et merci beaucoup, Roland, pour cet exemple du Burkina Faso. Nous allons maintenant passer à la session questions et réponses. Je voudrais, avant qu'on commence, remercier tous les présentateurs et j'invite les participants à poser des questions sur les présentations que nous venons d'entendre en utilisant la boîte à questions. Nous avons déjà reçu quelques questions. Nous allons commencer avec une question pour Yannick. La première question, Yannick, lorsque vous envisagez d'utiliser les enquêtes TAS pour collecter des estimations de patients, que conseillerez-vous comme 2 éléments clés pour garantir le succès de la collecte de données, en particulier pour la formation et les outils? Ok, merci pour cette question. Effectivement, les 2 éléments clés s'articulent autour des éléments de formation et les outils que vous avez mentionnés. Déjà, au niveau de la formation, il faut s'assurer que la formation est une formation de qualité. Donc, ça va respecter tous les canons recommandés en matière de formation. Cela veut dire que ça va passer par des sessions de formation pratique où c'est possible, avoir un cas d'hydrocèle sur lesquels les apprenants pourront s'exercer. C'est pas toujours évident. Donc, il faut prévoir des outils de formation tels que des images pour pouvoir suivre. Mais également, il faut avoir dans l'équipe des superviseurs un personnel de santé plus expérimenté qui va accompagner les autres personnels de santé dans le cadre d'une supervision formative sur le terrain. Ça veut dire que lorsqu'ils auront les premiers cas, il va pouvoir observer leur façon de pouvoir diagnostiquer et corriger éventuellement tous les écarts qui pourraient arriver dans les erreurs de diagnostic. Donc ça, c'est au niveau de la formation. L'autre élément clé, à mon avis, ce serait l'activité de sensibilisation préalable. Ça veut dire qu'avant que les équipes n'arrivent, il faudrait que les populations dans les communautés où cette activité va être réalisée aient été sensibilisées suffisamment. Et là, l'aide-mémoire avec les images qu'on a utilisées pour les mobilisateurs communautaires a été d'un très grand apport. Donc, il faudrait prévoir des outils de sensibilisation avec des images pour essayer de mobiliser les populations. Et merci Yannick. Nous avons reçu une autre question pour Roland. Le Burkina Faso a communiqué à l'OMS des estimations de patients. Est-ce que vous avez des suggestions pour les autres pays qui ne l'ont pas encore fait? Ok, merci. Je crois que la suggestion que nous pourrons faire, c'est d'abord déterminer quelle plateforme chaque pays va utiliser pour faire l'estimation de la charge de la morbidité. Et également savoir que plus on a des informations détaillées, soit au niveau village en remontant pour établir la charge par district, et c'est plus facile d'établir la charge au niveau national. Ça facilite également la mise en œuvre des activités. Donc, c'est vraiment choisir une plateforme en fonction bien sûr du milieu qui est adaptée, qui permet d'avoir l'information la plus détaillée possible et d'assurer vraiment un suivi à travers la mise en place d'une base de données. Merci. Ok, sur le même sujet, nous avons une autre question. Quelle est la plateforme qui vous convient le mieux et pourquoi? C'est encore pour Roland. Pour nous, c'est l'utilisation du TDM, comme je l'ai dit tantôt dans les présentations. Nous avons utilisé 2 autres méthodes, bien sûr le site Sentinel et puis le TAS comme plateforme, mais nous avons trouvé que ces 2-là ne sont pas exhaustifs. Voilà, ça ne permet pas d'aller dans tous les villages. Le TDM touche tous les villages, en dépit du fait qu'il y a les faux diagnostics, les petits hydrocèles qu'on n'arrive pas à recenser. Cette méthode est beaucoup plus exhaustive que l'utilisation du TAS ou des sites Sentinelle. Parce qu'après les 2 activités-là, il faut faire une extrapolation pour avoir les informations à l'échelle district. Le TAS prend peut-être 30 villages,
Ça ne suffit pas pour être... il faut faire une extrapolation pour avoir l'information. Mais là, on a l'information plus détaillée lorsqu'on utilise le TDA. Merci. Ok, merci beaucoup, Roland. Nous avons une autre question pour Yannick. Yannick, pour les activités de TAS, y a-t-il moyen de faire une précision sur l'estimation des cas de morbidité lors des TAS réalisées dans les écoles? Ok, merci pour cette question. Dans ma présentation, j'ai mentionné justement ça comme étant un challenge. C'est que lorsque le TAS est fait dans les écoles, on se concentre sur l'échantillon, la population cible de notre échantillon, c'est-à-dire les enfants âgés de 6 à 7 ans. Le risque ici, en essayant à tout prix de forcer l'évaluation de la morbidité, c'est qu'on risque d'envoyer une équipe sur le terrain dans les communautés chercher les cas de morbidité. Et là, ça fera plus une intégration, on aura l'impression de mener deux activités séparées. Donc là, on a, dans le cas du TAS, l'intégration avec le TAS, on a conduit les activités d'évaluation de la charge morbide exclusivement dans les districts situés dans les zones où le taux de scolarisation était inférieur à 70%, ce qui nous obligeait à aller dans les communautés. Donc, dans les écoles, on n'a pas fait cette évaluation. S'il y a un pays qui a effectué cette approche, on serait très intéressé à apprendre comment ils ont fait et pouvoir capitaliser sur leur expérience. Merci. Ok, merci beaucoup Yannick. Nous avons une question pour Denise. Qu'est-ce qui explique que certains pays n'ont pas fait de rapportage en rapport à la filariose? Est-ce parce que dans ces pays, il n'y a pas de gestion de la morbidité? Bon, il y a deux choses. Soit il n'y a pas eu d'estimation de la morbidité, ou bien le pays ils ne savent pas comment rapporter ces estimations. Donc, ils ne sont pas au courant de ces formulaires-là qu'on donne ou comment remplir ces formulaires quand on a fait l'estimation des cas. Moi, je pense que c'est les deux choses. Ou bien ils n'ont pas encore, mais beaucoup de pays n'ont pas encore fait l'estimation des cas de morbidité due à la LF. Et ils ne prennent pas en compte que ça fait partie, c'est intégré dans la lutte dans l'élimination de la filariose lymphatique. C'est pourquoi on essaie d'organiser des formations maintenant sur la prise en charge des cas et comment rapporter. Et on a fait une formation pour les pays anglophones en Afrique. On a fait une formation aussi pour les pays francophones, mais on organise une autre pour les pays qui ne sont pas venus, pour les pays francophones qui n'ont pas pu assister à la première formation. Et c'est Didier qui peut en parler parce que c'est lui qui organise ça en collaboration avec nous. Ok, merci beaucoup Denise. Nous avons le temps pour une autre question, une dernière question, qui est pour Didier. Pour la proportion de 10% des formations sanitaires, cela est-il relatif à la gestion du lymphodème ou de même pour les cures d'hydrocèle? Ok, merci pour la question. Les 10%, c'est le minimum qui est exigé pour la chirurgie. C'est le minimum qui est exigé, je m'excuse, pour la prise en charge des comorbidités. Mais plus précisément pour la chirurgie des hydrocèles. Comme vous savez, c'est une chirurgie, on voudrait s'assurer qu'il y a un plateau technique qui convient, et qu'on a un personnel qui est qualifié, un personnel qui connaît ce qu'il fait, et aussi pour vérifier la qualité des services qui sont offerts. Donc, c'est un minimum.
Mais si les pays a de moyens pour pouvoir aller au-delà, le pays peut le faire. Mais dans les dossiers, il y a un chiffre de 10% qui est proposé. Mais si le pays va au-delà, en fonction des moyens disponibles, c'est pas un problème. Ok, merci beaucoup Didier. Allô? Oui? Ok, merci à tous. Nous sommes maintenant à la fin du webinaire. Je voudrais encore une fois remercier tous les présentateurs, Denise Moufassoni, Didier Bagajika, Yannick Nkumu et Roland Bouma. Nous souhaitons également vous remercier tous d'avoir participé et pour vos questions. Un enregistrement de la séance aujourd'hui, des copies de la présentation et un document avec les questions et réponses seront partagés après le webinaire. Nous vous serions également très reconnaissants de prendre quelques instants pour faire part de vos commentaires sur le webinaire à travers un court sondage généré automatiquement et qui s'affichera dans un instant. Vous pouvez aussi, si vous avez d'autres questions auxquelles nous n'avons pas répondu, les envoyer à travers le sondage qui va apparaître à la fin du webinaire. Avec un dernier merci, vraiment, nous remercions tous d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce matin et cet après-midi pour d'autres, et nous concluons ainsi le webinaire. Merci.